vraiment génial. Alors, il n'y a pas de diapo comme tel. On va à basse technologie avec tout ça. Et j'espère que vous allez quand même y participer. On souhaite avoir une discussion intéressante au sujet de l'ouragan Fiona, différents aspects de la réponse. Et on espère discuter de la thématique de la coordination et de la collaboration à ce qui a trait à ce qu'on peut apprendre des impacts de différentes régions. Alors aujourd'hui, je serai un intervieweur en quelque sorte. Imaginez nous tous deux assis à côté d'un foyer avec la neige qui tombe doucement, parler de l'expérience de Corinne, faire du bénévolat au Cabreton avec les répercussions de l'ouragan. S'il y a des questions, on peut utiliser le chat, bien sûr. Mais c'est des gens qui veulent intervenir avec leur propre expérience ou leur propre notion. Mais sentez-vous libre. On a beaucoup de temps pour cette discussion avant le repas. Alors, Corinne, vous êtes originaire du Cap-Breton, vous avez de la famille là-bas. C'était quoi l'atmosphère parmi vos amis et votre famille avant et après la tempête? En fait, pour vous situer, ma famille a été dans la même petite collectivité rurale à Irish Cove, au Cap-Breton, dans les lacs Bredor, entre St. Peters et Sydney, sur la route 4. Et mes grands-parents, c'était des fermiers. Mon grand-père était propriétaire des moulins de cardage et des moulins à bois. C'est certainement une région rurale, c'est ça mes origines. Ils sont là depuis 1811. La maison de mes parents est dans la famille depuis 1811. Mon père a 84, ma mère a quasiment 80. Ce sont des personnes âgées. Et il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à mes parents dans des collectivités rurales à travers l'île du Cap-Breton. C'est pas bien différent qu'ici au Nouveau-Brunswick. Et les gens ruraux font preuve de résilience. Je peux y arriver. C'est ce genre d'attitude. Les habitants du Cap-Breton, étant donné l'histoire des mines de charbon et les usines des aciéreries, l'histoire économique de l'île, les gens font vraiment preuve de résilience, disons. Alors l'attitude, c'est genre, ça sent bien, je vais me préparer. Et on a connu ça auparavant. Alors, on se demandait à quel point ça sera grave. Et plusieurs de mes amis femmes ont participé à un clavardage. On est éparpillés un peu partout. J'ai beaucoup d'amis qui continuent d'habiter au Cabreton. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous, de l'électricité, qu'est-ce qui se passe maintenant? La même chose qu'on faisait tous, hein? Alors, pendant la tempête, beaucoup de discussions sur qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Et beaucoup de photos des cours des gens, comment ça se passe chez les gens, ce genre de choses. Et là, par après, vous m'avez demandé au sujet de la suite. Ben après, c'était vraiment drôle. Ben pas drôle, mais je riais quand même, étant donné que je suis originaire du Cap-Breton. Partout une nouvelle. Sortez pas, sortez pas, sortez pas. Mais là, dans les réseaux sociaux, dans nos discussions de groupe, les gens étaient partout. Alors, les gens dans les régions rurales du Cap-Breton ne peuvent pas rester chez eux. Ils doivent voir ce qui se passe. N'importe que les nouvelles disaient aux gens de ne pas sortir. Voilà, dans la voiture, en train de voyager, en train de prendre des photos et en train de partager des expériences. Oh, on ne peut pas accéder via la rue George. Il faut passer par une autre place. Tout le côté, le réseau informel de la réponse communautaire, ça se passait. Voilà, ça ressemble finalement à ça. Tout de suite après, les gens évaluaient les dommages. Les gens ne pensent pas que ce sera autant grave. Bon, nous sommes des pêcheurs, des fermiers. C'est, tu sais, la classe populaire, la capacité de la classe populaire de
s'occuper de la situation eux-mêmes. Et je pense que les gens, ça les a surpris, tout comme ici au Nouveau-Brunswick. Ça se comprend. Lorsque le premier arrive au Cap-Breton pour soutenir les efforts de récupération, où êtes-vous rendu premier? Qui était à la tête des efforts? Je suis à Sackville. Je suis planificatrice. Je regarde l'adaptation et la résilience communautaire. C'est ça mon travail. Alors, j'ai cet élément-là universitaire là, qui figure. J'essaie de regarder les nouvelles locales quand je peux. Quand je regarde les nouvelles de 6 heures à 18 heures, c'est important de comprendre ce qui se passe dans la collectivité locale, dans la région, étant donné mon travail et tout cela. Alors, j'ai vu que les efforts d'assistance se passaient. L'armée du salut y était et cherchait à cuisiner suffisamment de repas. Les gens avaient perdu l'électricité depuis quelques jours. Ils ne savaient pas quand ce serait rétabli. J'ai regardé la télé et les gens qui coupaient les légumes et servaient des repas, c'était des parents des personnes de l'âge de mes parents. J'ai cru que c'est le temps que je me rende. Je suis rendu jeudi, j'enseigne pas le vendredi. J'ai passé un jour et une nuit. Je suis revenu le lundi. Je n'enseigne pas le lundi. Alors, j'ai passé ce temps-là en train de faire du bénévolat. Le chaos, finalement. C'était le chaos. Les gens étaient débordés. Tout le monde était débordé. Même y arrivait. Tous mes amis me disaient, ben si tu y vas, procure-toi de l'essence avant d'y arriver. Alors j'ai apporté des contenants d'essence et je les ai remplis. Les queues aux stations-service étaient immenses. Les gens étaient passés 6 heures en train d'attendre du pétrole pour les génératrices, les autos. C'était vraiment terrible. J'avais l'impression de rentrer dans une zone de sinistre. Et c'est ce que c'était. Les gens n'avaient pas la capacité de cuisiner. Ils avaient perdu tout leur stock alimentaire. Ce qui était vraiment atroce, c'était que plusieurs des gens à faible revenu, par exemple, ils reçoivent des chèques en même temps à chaque fois, à chaque mois. Ils venaient de recevoir les chèques. Lorsque les gens reçoivent leurs chèques, ils achètent beaucoup d'aliments jusqu'au prochain mois et le prochain chèque. Alors, ils venaient d'acheter des aliments pour remplir le congélateur. Et le congélateur était plein. Alors, les gens ont perdu toute leur nourriture pour tout le mois. Alors, ouais, il y avait des postes établis où les gens pouvaient se présenter. Je les ai servis du café. Il y avait une grande fourgonnette qui servait des repas chauds. Pas d'électricité nulle part. Des arbres à bas, partout. Il fallait prendre différents parcours pour arriver à votre destination. C'était tout à fait chaotique. Beaucoup de réponses de Nova Scotia Power, des gens de partout, du Vermont, de partout, qui réparaient les lignes et qui cherchaient à aider les gens. Également, lorsque je suis arrivé au poste de l'aide de l'armée du salut, le directeur général m'a dit qu'ils ont l'habitude de, disons, préparer X nombre de repas par jour. Disons que c'est 400 repas par jour. Des milliers de repas par jour. Et là, il y avait un endroit où les gens pouvaient venir les chercher. Et il y avait des camions qui rentraient et qui les emmenaient dans les collectivités rurales. Il y avait une grande boîte, etc., pour le foyer aux personnes âgées à Lewisburg, disons. Et quelqu'un viendrait les chercher pour les amener à Lewisburg. Il y avait plusieurs camions qui se rendent à différentes collectivités. Alors, c'était l'emplacement principal. Et une unité mobile se rendrait au centre d'achat, Glace Bay. Et là, ils envoyaient des repas et cela, ça se passait pour le petit déjeuner, le souper et le dîner. C'était le chaos. Ils n'avaient pas l'habitude de dépendre de bénévoles. Je chercherais des tasses qu'on pouvait remplir de nouveau et quelqu'un passait dans les boîtes pour m'aider à les retrouver.
la portée de l'événement, c'était le désastre. C'est une zone sinistre. Et à ce stade-là, lorsque vous êtes premièrement arrivé et que vous organisiez, comment avez-vous ressenti que les autres bénévoles et c'est quoi le sentiment dans la collectivité locale? Vous aviez dit que vous avez l'impression que c'était une zone sinistrée, des perturbations du point de vue des transports, du point de vue social. Quelle était l'émotion principale? L'incertitude, je dirais. Comment allons-nous arriver à surmonter tout ceci? Les besoins immédiats. Bon, quand est-ce que l'électricité sera rétablie? Et bon, une grande préoccupation sur les gens qui ont perdu, bon, leur toit et pas sans assurance, surtout les personnes âgées, revenus fixes, faible revenu fixe. Et beaucoup de gens n'avaient pas d'assurance parce que l'assurance est chère. Ils ont perdu leur toit et c'est l'incertitude, la peur au sujet de l'avenir. C'est une véritable préoccupation. Oui, certainement. Et ce sentiment-là a été ressenti à travers toute la région, c'est sûr, notamment avec l'incertitude. Et qu'est-ce qui vous reste à l'esprit en ce qui est l'élément qui vous a le plus surpris lorsque vous avez fait du bénévolat? Du côté du bénévolat, notamment en matière de la coordination, ou ce qui vous a le plus surpris en matière des dommages? Qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Ce qui m'a le plus frappé, je dirais, bon, c'est le manque de ressources pour intervenir rapidement. Les gens ont fait du mieux possible, mais finalement, j'avais le point de vue professionnel et quel manque de coordination. Il semble qu'il y avait plusieurs différents acteurs intervenants et les gens faisaient ce qu'ils pouvaient. Il fallait intervenir immédiatement. Il y avait les ONG qui intervenaient et les municipalités qui cherchaient à faire quelque chose et la province qui promettait quelque chose. Et il y avait Justin Trudeau qui circulait. Il semblait avoir un manque de coordination entre toutes les différentes entités qui devaient intervenir. Alors, je dirais, la portée des dommages, ça m'a vraiment étonné. Et des choses qui ne m'auraient pas venu à l'esprit, même si je change ces choses-là tout le temps. Les stations-service manquaient d'essence, par exemple. Même si on avait une génératrice, ils devaient encore continuer d'acheter de l'essence. Je participais à un chat avec mes amis. J'ai dit à mes amis, oh mon Dieu, je ne sais pas comment les gens vont continuer d'acheter de l'essence parce que l'essence est chère, le prix de l'essence augmentait en raison de la guerre et toutes les autres raisons. Alors, je ne sais pas comment les gens avaient les moyens d'acheter de l'essence. Mes amis ont dit, elle et son mari ont d'excellents emplois. J'ai discuté avec mes enfants aujourd'hui au sujet de faire fonctionner la génératrice. Nous n'avons pas les moyens de continuer d'acheter de l'essence pour faire fonctionner la génératrice. Je n'avais jamais vraiment songé à de telles questions auparavant. C'était vraiment utile. Et les gens qui, disons, que l'on perd, de rattacher la théorie et ce qui se passe sur le terrain. Ouais, je passe tellement de temps du côté professionnel à songer à ces questions et là, on voit les écarts, les lacunes. Et là, je songe à comment améliorer la situation. L'autre élément important, c'est que j'ai passé une bonne part de ma carrière dans les pays en voie de développement, par exemple, dans les taudis, les établissements informels. Je trouve intéressant que les enjeux que j'ai trouvés dans les pays en voie de développement, on a les mêmes enjeux ici, au Canada. Et on devrait pouvoir faire mieux ici. Nous avons les ressources économiques et les ressources en matière d'éducation. Mais toujours est-il, nous sommes certainement
plus privilégiés. Mais j'avais vraiment l'impression d'être dans une zone sinistrée, mais dans une zone, un pays en voie de développement. Ben, ça, c'est intéressant. Vous aviez dit que vous aviez un point de vue professionnel et que vous songez à l'expérience selon ce point de vue-là. Alors, étant donné votre parcours comme chercheuse climatique et en planification, qu'est-ce qui vous frappe en matière de lacunes pour des recherches futures? Certainement, le manque de coordination. Je reviens à cette notion de comment rebâtir mieux. On a parlé de cela en matière de COVID, la COVID. C'était une perception idéaliste de faire les choses mieux et d'améliorer les situations. Mais je sens que lorsque quelque chose, un événement se produit, il y a des preuves qui soutiennent ceci partout dans le monde. Ce n'est pas juste mon sentiment. Les études en matière d'intervention en cas de sinistre montrent ceci. Les gens interviennent immédiatement et parce que le besoin est tellement immédiat. Les gens veulent revoir leur eau, leur électricité, ils veulent sécuriser leur logement et rapidement, que ce soit en Haïti, les gens cherchent encore à rebâtir. C'est une intervention plus immédiate. Étant donné cela, on ne prend pas le temps d'évaluer la situation. On ne prend pas le temps de prendre du recul et dire, on n'a pas le temps, finalement. Je ne sais pas. Que pouvons-nous faire mieux? Comment pouvons-nous apprendre de cet événement? Et de façon stratégique, songer à comment on va faire mieux à l'avenir. Plutôt que juste mettre de nouveau de l'asphalte sur le chemin, mais peut-être des briques ou de la gestion des eaux d'écoulement. Le besoin est tellement urgent qu'on agit trop rapidement. C'est un des plus grands éléments que j'ai perçus. Alors, plutôt que juste intervenir, comment peut-on prendre du recul, songer à cela, arriver à un meilleur plan ou peut-être avoir un meilleur plan instauré pour lorsque cela va se reproduire. C'est ça le premier élément. Et ensuite, c'est cette notion de déconnexion, comme disait Mélanie. Il y a un tas d'études. Comment faire la mise en œuvre quand même? Alors, tous les différents intervenants dans leur intervention, comment peut-on faire un grand chiffrier pour indiquer comment les différentes entités peuvent travailler ensemble en intégrant le mieux, ce que ce soit moi qui peut offrir de la recherche sur la planification ou scientifique climatique comme Sabine, quelqu'un qui connaît les zones côtières, quelqu'un qui a 84, qui a vécu dans cette même collectivité pendant toute sa vie, même s'il n'a pas fréquenté les bonnes universités, comme mon père, qui connaît la collectivité, le terrain, les océans mieux que qui que ce soit. Il y a quand même des occasions de créer, de lier les différents intervenants, de ne pas travailler en silo, en cloisonnement, pour donner lieu à une toile en matière d'intervention sur comment mieux intervenir. Ah, c'est très intéressant. Je me rappelle avoir appris au sujet d'un cycle semblable qui se passe avec les inondations. L'inondation se passe, il y a une intervention, et pendant ce moment, on pense, on doit faire mieux la prochaine fois. On doit terminer. Et là, un sentiment de déconnexion, on lance le processus. Et quelques années s'écoulent. Et là, ça sombre dans l'oubli. Et on oublie comment ça ressentait d'intervenir en cas d'événements extrêmes. Et pourquoi on voudrait mieux coordonner. Et la thématique d'aujourd'hui, c'est au-delà de l'infrastructure. On parle des impacts des événements extrêmes comme Fiona. Bien sûr, il y avait des impacts sur l'infrastructure dure en raison de l'orage. Mais comme vous l'avez dit, il y a des répercussions graves en matière de santé et santé mentale et économique des humains lors de tels orages. Vous en avez parlé un peu, mais est-ce qu'il y a autre réflexion sur comment vous percevez l'orage et son effet sur la vie de tous les jours, même aujourd'hui, pour plusieurs personnes dans la région? Ah, certainement. Les gens n'ont toujours pas encore des toiles sur leur toit. Ils n'ont pas les moyens de réparer leur toit.
il y a encore des trous dans leur logement. Il y a de la moisissure qui pousse dans leur maison en raison des précipitations. Euh, alors maintenant, il y a une nouvelle tempête. On voit de la neige qui rentre, qui font effondrer les toiles sur les toits. La personne qui habite est dans les années 80, seule, ne veut pas quitter sa maison. Il ne veut pas déménager en Ontario chez la maison de sa fille. Il veut habiter à Glace Bay. Il est là depuis 84 ans et vit une belle vie jusqu'à la fin de sa vie. Les gens souffrent encore. Et en ce moment, l'électricité est manquée de nouveau en région du Nord. Je peux en parler à des amis ce matin. Les génératrices, on fait fonctionner les génératrices de nouveau avec un tel prix d'essence. Alors les gens sont toujours ils vivent les répercussions. C'est comme ça fait effet boule de neige. Fiona se produit et ça continue de faire boule de neige avec tous les événements, ça s'agrandit. Les problèmes s'aggravent. Au fur et à mesure que cela devient plus fréquent, on n'a pas beaucoup de temps afin de s'en remettre jusqu'au prochain grand événement. Il existe des ressources pour les gens. Je pense que 100 dollars, si un arbre nous avait frappé, ben ça ne va pas bien loin. Il y a des ressources, mais plusieurs personnes n'ont pas pu y accéder. C'est pas tout le monde qui a un ordinateur pour compléter les formulaires, ne savent pas comment s'y rendre. Peut-être que les gens ne savent pas comment compléter le formulaire de demande. Il y a plusieurs personnes qui tombent entre les mailles du filet. Alors, je pense que c'est un grand problème. Vous soulevez un bon point, c'est sûr. L'élément de la coordination, oui. S'assurer que les programmes sont accessibles pour les gens lors de tels sinistres et déterminer comment on peut intervenir plus rapidement et planifier plus rapidement pour les prochains événements. Les ouragans de l'automne, quelques semaines plus tard, il y a de la neige. Juste pour terminer, avant la période des questions, avez-vous des recommandations, aux trois recommandations les plus importantes pour les intervenants communautaires, les gouvernements qui doivent coordonner ce genre de réponse? Que direz-vous à ces gens-là en ce qui a trait à votre expérience et ce que vous entendez? Plutôt que de faire des critiques, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Établir une stratégie pour la prochaine fois qui intègre la coordination des efforts. As these things become more common, we Tant que have les to choses deviennent plus communes, il faut passer au-delà de la réactivité. Donc, on doit avoir des systèmes en place pour des sinistres, pour des désastres, des scénarios de désastre. Donc, on a besoin de peut-être un cadre institutionnel aussi qui implique toutes les ressources différentes pour s'assurer qu'on ne sait pas de remonter le même pont à chaque fois qu'il tombe, de penser à d'autres solutions, parce que, comme j'ai dit, on est ici dans un pays riche et les réponses sont pareilles, comme on verra au Népal, 10 ans après le tremblement de terre, les gens sont en train de récupérer encore. En Haïti, c'est pareil. Je pense que ça serait la réponse la plus évidente pour moi. Super. Peut-être que vous pouvez revenir pour faciliter la conversation. Et je serais intéressé d'entendre en fait les expériences des autres. J'aimerais les entendre et savoir qu'est-ce que les autres pensent de cela, parce que c'est un champ où je n'ai pas fait beaucoup de recherches. Je sais qu'il y a des cadres de réduction de risque à l'international, au niveau national, mais je pense qu'il y a comme une espèce de
manque de lien, en fait, entre cette espèce de risque d'atténuation des risques et l'adaptation, le travail sur l'adaptation climatique. On a le Sunday, on a le cadre des Nations Unies, Sunday. Comment c'est mis en œuvre? Quelles sont les ressources qui sont utilisées au niveau des communautés? Super, merci à vous deux pour cette excellente conversation. Je pense que ça a été d'une grande valeur à tous nos participants et participantes. Je sais qu'il y a quelques questions. Zoé, est-ce que vous voulez poser les questions pour nous? Oui, absolument. The first. Une meilleure réglementation afin de limiter les infrastructures dans les zones à risque. Adam, do you want to answer that or do I answer this? Adam, est-ce que tu veux y répondre ou tu veux que j'y réponde? Est-ce que la question était comment influencer les décideurs de faire les choses autrement? Je veux juste m'assurer que je l'ai eu bien, la question. Comment le faire? Bon, évidemment, il faut qu'ils sachent qu'est-ce qui se passe. Les gens comme moi, nous avons un rôle à jouer. Amener notre recherche en dehors des salles de classe et les mettre en œuvre dans les communautés. En tout cas, préparer le terrain pour qu'il soit mis en œuvre. Donc, s'assurer que les gens sont au courant et essayer de trouver des preuves à travers la recherche et de rendre tout cela public. De la sensibilisation, de regarder des études de cas, pas seulement critiquer, mais montrer ce qui a fonctionné ailleurs et de travailler avec les gens pour essayer de donner des solutions. Donc, je pense que c'est une question de prendre des actions, de cogner aux portes des décideurs et d'essayer de voir quels sont leurs problèmes, de voir quelles sont les failles dans les systèmes et d'aider à fournir des solutions à tout cela. Tout à fait, je suis d'accord avec cela. Dans mon expérience avec nos projets, surtout dans les zones littorales et côtières dans les dernières années, ce qu'on entend le plus, c'est que c'est des membres de la communauté qui veulent voir ces changements, leurs infrastructures dans les zones à risque. Et je pense que c'est une question de bâtir cette voie collective pour mettre en place ce type de réglementation. Donc, je pense que c'est une grande partie de cela. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui met en relief, quelles approches ont connu du succès en termes du déploiement avec les communautés, les gens sur le terrain, parce que je pense que c'est là où on a besoin d'avoir le plus d'adhérence. Donc, peu importe la politique ou la réglementation, il faut trouver celle qui fonctionne le mieux dans les contextes particuliers. Je pense que c'est très important d'entendre des communautés pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent, quelles sont leurs perceptions, quels sont les obstacles auxquels ils font face en termes de leurs réponses. Peut-être avoir un café mondial après les désastres pour que les gens se rassemblent pour travailler avec les décideurs après les événements. Mais s'il y a des gens qui ont des idées, des expériences, soyez à l'aise de répondre à ces questions. Je n'ai pas toutes les réponses. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'un ensemble de 72 heures, un kit de 72 heures, est-ce que c'est assez de temps pour répondre adéquatement? Je dirais que non. Voilà. Je pense que si on peut apprendre quelque chose de cet événement en particulier, non. La réponse est non.
s'assure que les propriétaires des maisons ont 72 heures, c'est bien, mais il faut s'assurer que les gouvernements et les autres groupes qui sont impliqués dans la rescousse ou la réponse, il faut qu'ils essaient de voir comment ils utiliser ces kits d'urgence sur 72 heures et comment agir après, en fait, que toutes les ressources soient écoulées. Donc, oui, tout ce qui rentre dans ces ensembles, dans ces kits, il faut savoir comment ajouter. Évidemment, il y a un coût accru à chaque jour qui passe. Donc, il y a un seuil, évidemment, dans ce que les gens peuvent avoir dans leur maison ou l'endroit où ils habitent. Donc, oui, il y a un rôle à jouer pour certains de ces organismes de réponse de venir en aide après cette réponse initiale de 72 heures. Juste pour ajouter un point auquel j'ai pensé, la réponse, ce n'est pas juste au niveau un mois, 2 mois, 3 mois après. On a besoin d'apprendre de ces événements et essayer de revoir le zonage pour mettre en place des solutions prélevées de la nature, basées sur la nature et tout notre savoir-faire, c'est l'urbanisme, la façon que les communautés sont conçues. Il faut tout changer. Donc, il faut mettre ça en œuvre aussi. Il faut. Beaucoup de temps pour les questions pour cette fois-ci, mais si c'est possible de mettre les questions dans le chat, Oh. ça va nous aider. The next question is, La many prochaine question est, plusieurs organismes voient moins de bénévoles qui se portent volontaires et on se demande si cela a un impact sur la réponse au désastre. C'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup. Quand j'ai fait du bénévolat, c'était surtout des gens aînés et des étudiants internationaux, plusieurs beaucoup d'étudiants de l'Inde à l'Université du Cap-Breton, et ça, c'était la plupart des bénévoles. Et quand j'ai grandi, si vous aviez une vie sociale, c'était la seule façon d'avoir une vie sociale. En fait, c'était de faire du bénévolat. Il fallait aller au Festival des fraises. Il y avait peu de... Donc, c'était une attente qu'on avait envers les gens. Donc, j'ai toujours mon ami qui m'aide à porter volontaire. Donc, c'est un peu la culture dans laquelle j'ai grandi et donc de travailler dans. Je vais aller plus je vais mettre mon chapeau d'universitaire. Je pense qu'on est tous dans nos silos maintenant. On est sur Facebook, donc on peut communiquer davantage, mais je me demande si on est de plus en plus isolés. Et si on communique moins, on vérifie moins si les gens vont bien. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de le mettre dans le chat? Ça va, peut-être Zahir peut décider. Je ne sais pas si les gens l'ont vu. Je peux le mettre dans le chat, aucun problème. Merci beaucoup. Prochaine question, nous avons quelques autres questions. À quel point c'est commun pour que les organismes ou le gouvernement de planifier une réponse à ce qui va probablement se passer comme un quai de pêche. Donc, par exemple, est-ce qu'on peut préparer à l'avance de ne pas mettre certaines choses à certains endroits? À quel point c'est commun? Ça dépend de l'emplacement. C'est un peu évident, c'est ce qu'on espère. Et planification des réponses, c'est ce qu'on essaie de viser et comment réconcilier la protection de l'identité des petites communautés et les désirs de leurs résidents avec les coûts et des efforts pour l'adaptation, à quel point prendre du recul et éviter la densification devient la meilleure option. Pardon, et encourager la densification. Je ne sais pas si je comprends la question. C'est une question autour de la différence de ressources et de logistiques qui sont nécessaires pour
s'assurer qu'une petite communauté est à risque soit préparée par rapport au centre urbain avec une plus grande population. Comment équilibrer ces deux facteurs et à quel moment retraiter, c'est-à-dire sortir de ces zones et la densification devient une meilleure option. La plupart des municipalités ont des stratégies de densification pour travailler dans les frontières de leur municipalité. Bon, ben, évidemment, il y a la vie rurale et l'agriculture et s'assurer de notre sécurité alimentaire et dans les communautés de pêche, par exemple. C'est pas comme si on peut prévenir les gens de vivre dans les communautés rurales. Donc, je pense qu'on a quand même besoin de faire les deux. On ne peut pas favoriser une solution au lieu de l'autre. Dans la réponse, il y a beaucoup de cohésion dans les petites communautés rurales et c'est une question. Je vais juste revenir à une anecdote. On avait en fait quelque chose à l'époque qui s'appelait les People Schools, les écoles des gens. C'était des gens dans les communautés rurales qui se rassemblaient parfois dans les cuisines pour apprendre sur un sujet particulier. Donc, des mineurs, par exemple, arrivait quelqu'un venait de l'université pour parler de comment partir une ferme de bleuets. Les gens venaient apprendre sur ce sujet. Et je pense qu'avoir ces petites écoles pour le peuple dans les petites communautés et de faire plus de travail dans ces communautés et la réponse dans ces petites communautés serait très bénéfique. Mais ça impliquerait des gens comme moi ou quelqu'un qui fait ce type de travail pour travailler de façon proactive avec les communautés sur ce type d'initiative. Je vais ajouter une chose pour la question de Adrienne. C'est une grande question en termes de où se trouve le seuil quand on parle de se retirer des communautés, de changer le développement de la communauté vers une autre zone, étant donné les risques. Et je ne pense pas que c'est juste une approche globale. Ça prend de la réconciliation. Il n'y a pas de solution universelle. Et donc, il faut regarder spécifiquement les communautés, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont une grande... dans les communautés rurales, dans les maritimes et dans le Canada atlantique, il y a une grande cohésion sociale et il y a une occasion de partir ces conversations d'une façon qui est peut-être unique à notre région, parce que nous avons cette cohésion sociale dans nos communautés. Donc, je pense qu'il faut toujours regarder les coûts et les avantages de cela, mais on commence à voir plus d'exemples de cette approche, de prendre cette approche par nécessité. Et l'identité de plusieurs de nos communautés sont attachées à l'emplacement, mais c'est aussi l'identité a rapport aussi beaucoup au peuple et les familles et l'histoire de plusieurs de ces communautés ici dans les maritimes. Donc, je pense qu'il y a la capacité de préserver une partie de cette identité et ce désir d'être une communauté dans un autre endroit avec le temps. C'est intéressant. Voilà ce à quoi les communautés partout dans le monde font face. Les communautés au Bangladesh qui existent dans les zones littorales depuis des générations ont besoin de se déplacer. Et quand on parle d'indicateurs de santé, probablement il y aura des traumatismes et des problèmes d'émotions, émotifs connexes. C'était une conversation fantastique. Je pense que les questions étaient très intéressantes. On arrive à l'heure du dîner. Est-ce qu'on veut prendre les dernières réflexions de chacun de vous avant que nous prenions notre pause de dîner? Oui, allez-y. Merci pour la discussion. Ça a été très intéressant et détendu. Et si les gens veulent me contacter pour parler de solutions, je serais content de partager ici mon adresse courriel. C'est tout pour moi.
C'est la même chose pour moi. C'était un style différent d'essayer quelque chose comme ça. Donc, j'espère que les gens ont pu tirer des choses, des idées intéressantes. Et donc, on continue à réfléchir sur Fiona et d'autres événements, événements extrêmes météorologiques. Donc, je pense que oui, c'est matière à réflexion. Donc, merci beaucoup à vous deux de prendre le temps. Donc, je pense qu'on va passer à la pause du